Bonjour Sylvie. Bonjour Alexia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Au-delà de l'image. C'est moi qui te remercie. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et d'être dans ton podcast. Super. Alors Sylvie, tu es cofondatrice de la Swiss Wealth Academy. Tu es fondatrice de Becker Consulting, une stratège en digital et aussi de la gestion de patrimoine. Tu as plus de 20 ans d'expérience, notamment dans de grandes banques internationales. Tu es d'origine belge, mais aussi sénégalaise. Tu t'es formée entre Bruxelles et les États-Unis. Tu as fait de l'éducation financière ton combat pour aider notamment les femmes, les familles aussi, les héritiers à maîtriser leurs finances et créer une prospérité durable. Tu as aussi été nommée parmi les 100 femmes noires les plus inspirantes du XXIe siècle et tu rends accessibles des sujets qui sont souvent réservés, on peut le dire, à des élites. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est née cette mission de faire de la connaissance financière un véritable levier d'émancipation ? Alors, c'est vrai que le sujet de l'argent est un sujet qui m'occupe depuis plus de 20 ans, puisque j'ai fait carrière dans la banque, et que dans la banque, on entend parler d'argent en permanence. Mais ce qui m'a amené aux finances personnelles, c'est le fait finalement de voir autour de moi, surtout des femmes en fait, qui du jour au lendemain se retrouvaient sans rien, alors que c'était des femmes qui étaient brillantes, qui étaient instruites, généreuses, loyale, et un jour survient une crise où la vie frappe et elle se retrouve tout à coup, mais vraiment complètement démunie. Wow. Quand je dis démunie, c'est même à la rue. Wow. Ça m'a amené à réfléchir, mais également j'ai vu énormément de jeunes bien gagner leur vie et le dépenser, je dirais, de manière inconsidérée. J'ai encore vu des jeunes hériter de sommes considérables de leurs parents qui n'étaient pas du tout préparés à gérer cet argent-là. Et quelques années après, ils se retrouvaient sans rien. En Afrique, j'ai beaucoup pu observer ce qu'on appelle la malédiction de la troisième génération, c'est-à-dire qu'au bout de la troisième génération, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, on reçoit l'argent, on reçoit des biens immobiliers, mais il n'y a aucune préparation derrière. Donc du coup, j'en ai fait en fait une mission et je me suis rendu compte à quel point l'éducation financière est importante. C'est une compétence qui est transversale et que l'on doit apprendre depuis l'enfance. Bienvenue dans Au-delà de l'image, le podcast animé par Alexia Ewanet, coach et consultante en personal branding. Alexia s'adresse aux agents du changement et leaders d'opinion, celles et ceux qui souhaitent impacter la société, faire entendre leur voix et défendre publiquement ce qui leur tient à cœur. Prêt à aller au-delà des apparences ? Place à l'épisode du jour. Et de ton côté, toi, est-ce que tu as reçu une éducation financière quand tu étais plus jeune ? Alors, pas du tout. Pas du tout. On ne parlait surtout pas d'argent à la maison. D'accord. Je n'avais aucune idée ni de ce que gagnait mon père, ni encore moins de ce que coûtaient les choses. On apportait à manger à la maison, on m'achetait des habits, mais je n'avais aucune notion de ce qu'il fallait en fait pour tout ça. Pourquoi ? Parce que l'argent était considéré comme étant tabou. Donc j'ai grandi comme ça, sans aucune notion de l'argent. Et à quel moment tu as commencé à vraiment t'y intéresser dans ton parcours de vie ? Alors quand je suis allée aux États-Unis, parce que j'ai grandi dans une culture qui est plutôt francophone et africaine, et dans la culture francophone, on ne parle pas d'argent. L'argent est tabou, l'argent est presque considéré comme étant sale dans certaines cultures. Alors qu'aux États-Unis, les gens vous parlent de leur salaire, on parle d'argent tout le temps, il n'y a aucun tabou. Et surtout, l'argent est un outil. Ils ont compris que l'argent était un outil. Et dès le plus jeune âge, on voit des enfants, même des enfants dans les quartiers très huppés, vendre des cookies devant chez eux pour pouvoir se payer soit des vacances, soit alors ils veulent un vélo ou autre chose. Ce qui est impensable, par exemple en Afrique. Ou même en France. On ne verra jamais dans les quartiers huppés un héritier commencer à vendre des cookies devant chez lui pour
Pour financer Voilà. Voilà. ces prochaines vacances. Voilà, c'est impensable. Donc, on n'apprend pas, en fait, la valeur de l'argent. Donc, aux États-Unis, j'ai pris conscience de ça. Et quand je suis revenue en Europe et en fait en Afrique, j'ai vu énormément de gens se retrouver dans des situations difficiles, tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas comment l'argent fonctionnait. Donc, ils savaient, soit ils gagnaient un salaire, soit alors ils savaient générer de l'argent, mais ils ne savaient pas comment le gérer, encore moins le transmettre. D'accord. Et du coup, quelle différence tu vas faire, toi, entre avoir beaucoup d'argent et bâtir un héritage? Ça va être quoi la différence entre une personne qui gagne beaucoup et une qui bâtit plutôt un héritage? Alors la différence, elle est primordiale, puisque avoir de l'argent, c'est posséder de l'argent. Bâtir un héritage, on est dans une intention très claire, qui est l'intention de pouvoir protéger sa descendance, de pouvoir l'élever et surtout de pouvoir transmettre. Et justement, quand on transmet à la fois des richesses, mais on transmet des valeurs, on transmet une histoire familiale. Il y a énormément de choses derrière. Donc, les deux approches sont tout à fait différentes. Et justement, avec ton entreprise, la Swiss Wealth Academy, alors déjà, quelle typologie de clients tu vas accompagner et quelles vont être leurs recherches à ces clients? Alors, la Swiss Wealth Academy, que j'ai fondée en fait avec un ancien collègue qui est devenu un ami, Philippe Hendricks. Là, les clients sont plutôt, je dirais, des institutionnels, des banques, des family office, des notaires, des fiducies. Pourquoi ? Parce que lors de mes missions en Afrique, je me suis rendu compte que les gestionnaires de patrimoine n'avaient pas du tout les standards internationaux que moi j'ai connus en Suisse et puis également aux États-Unis. C'est ce qui m'a en fait amené à fonder cette académie pour pouvoir apporter cette excellence suisse, parce que ce sont les premiers dans la gestion de patrimoine dans le monde, donc pouvoir apporter ces standards d'excellence également donc à tous les conseillers en patrimoine en Afrique. Donc ça, c'est une partie, c'est la partie institutionnelle. À côté de ça, j'ai développé 2 autres programmes. L'un, c'est Women and Wealth, c'est pour les femmes qui ont commencé à acquérir un patrimoine. Je coach d'ailleurs de nombreuses clientes qui investissent mais sans aucune stratégie. Et ce programme leur est dédié à la fois pour comprendre comment investir, évidemment de manière stratégique, leur argent, comment également le transmettre, comment protéger leur descendance, comment protéger leur couple, comment se protéger elles. Et puis, j'ai un autre programme qui s'appelle Next Gen Legacy, qui est en fait pour les héritiers. À l'époque, lorsque j'ai travaillé pour JP Morgan à Genève, j'ai travaillé sur ce programme Next Gen, mais c'était un programme qui était proposé pour les ultra-riches. Et je me suis rendu compte que, finalement, pas seulement en Afrique, partout, ceux qui reçoivent un héritage doivent être préparés. Donc, ils doivent comprendre d'abord qu'ils ont une responsabilité, qui est celle, eux aussi, de transmettre, qui est de fructifier ce qu'ils reçoivent. Et surtout, il y a une partie leadership, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des décisions, qu'ils doivent comprendre l'histoire familiale, comment cet argent a été acquis, et comment eux vont le transmettre. Puisqu'ils sont finalement ceux qui vont aussi fonder une dynastie. Et c'est ce que je dis, il ne faut pas penser qu'aux enfants, il faut penser aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants. C'est très important. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que du coup, tu vas aussi bien évoluer avec des publics qui sont en Afrique, qui sont en Europe, mais aussi qui sont aux États-Unis. Dans la manière d'accompagner, qu'est-ce que tu vas remarquer comme différence? Alors, la différence, elle est, je dirais, énorme, parce que dans le monde occidental, on est déjà, je dirais, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus grande sur l'éducation financière, alors qu'en Afrique, beaucoup n'ont pas cette conscience-là. Donc il faut vraiment les amener à y réfléchir, surtout les femmes, parce que la première chose qu'on leur dit, c'est « tu dois trouver un mari ».
Et ce mari, il va te protéger, il va tout te donner. Or, on connaît tous des cas où du jour au lendemain, le mari décède, ou il y a un divorce, ou il y a une situation de crise, et les femmes se retrouvent à la rue avec leurs enfants. Soit parce qu'elles ne savaient pas que la maison n'était pas au nom de leur mari, c'est peut-être au nom de la famille du mari, soit alors elles doivent partager avec d'autres femmes. Donc il est important pour les femmes, mais pas que, pour les jeunes également, d'avoir ces principes d'éducation financière. Parce qu'un jeune ne se rend pas compte que la vie passe très très vite. Et que c'est déjà quand il a la vingtaine qu'il prépare ses vieux jours. Souvent, à 50, 60 ans, c'est trop tard. Si on a perdu son job, c'est très très difficile de pouvoir se relancer. Donc c'est à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'éducation financière, non seulement on comprend les bases déjà, les bases de la budgétisation, l'épargne de sécurité, mais surtout on comprend qu'il ne suffit pas d'épargner. Une fois qu'on a atteint un certain niveau d'épargne, qu'on a son coussin de sécurité, surtout il faut investir. Encore faudrait-il savoir dans quoi est-ce qu'on investit, et il faut comprendre. Et ça, je le dis toujours, en tout cas à toutes les personnes que je coach, n'investissez jamais dans un produit que vous ne connaissez pas. D'accord. Donc il faut aussi se former à... Oui, c'est vrai que quand on ne sait pas, on investit tout de suite dans l'immobilier, ce qui est bien. Mais l'immobilier, il y a aussi des risques. L'immobilier n'est pas liquide. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel on investit. Et surtout, même dans l'immobilier, il faut pouvoir diversifier. Donc, dans des parkings, dans des appartements, dans des villas. Puis, une fois qu'on a atteint un certain niveau de richesse, il faut investir dans plusieurs pays. Est-ce qu'il y a des erreurs, justement, en plus de ce type d'erreurs, c'est-à-dire investir dans ce qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu vas identifier fréquemment chez tes clients? Alors, oui, le fait de dépenser sans compter. Voilà, de ne pas faire de budget. Alors, en général, je leur conseille au moins la base, c'est-à-dire que 50% des dépenses servent à tout ce qui est opérationnel, la maison et les différentes charges. Maintenant, les 50 restants, en général, ce que je leur demande de faire, c'est d'utiliser 20% dans les investissements de toutes sortes, parce que tout dépend de son cycle de vie. 10% dans l'éducation, ça c'est très important, continuer à se former. Là aussi, on n'investit pas assez dans sa propre éducation, dans son propre développement personnel. 10% pour tout ce qui est sortie amusement, parce qu'on en a besoin. Et puis 10%, c'est important en Afrique, dans tout ce qui est don. Parce que si on ne fait pas de limite, surtout pour la famille, on sait bien que tout son budget va y passer. Oui, 50% va facilement passer dans va facilement les passer, dons. Va facilement passer. Ouais. Alors pourquoi j'en parle? Parce que souvent on pose la question, quelles sont les règles? Mais bon, si on a un salaire qui est très important, le 50% peut passer à 40%, ou même moins que ça, à 35%. Donc c'est important de pouvoir en tout cas appliquer des règles et pas de dépenser sans compter. Et est-ce que pour les femmes et les hommes, tu vas avoir des différences pour toi qui sont flagrantes dans la manière, justement, dans notre relation à l'argent, on va dire en Afrique déjà? Alors oui, il y a une énorme différence puisque d'abord, la plupart des décisions financières se prennent par l'homme en Afrique. D'accord. Les femmes, souvent, ont peur de parler d'argent parce qu'elles ne veulent pas être stigmatisées, elles ne veulent pas qu'on dise qu'elles sont intéressées ou qu'elles sont matérialistes, alors que c'est leur droit d'en parler. Je vois par exemple dans le monde anglophone, les femmes n'ont aucun problème à s'occuper justement de tout ce qui est argent et finances dans la famille. Donc déjà là, il y a des différences fondamentales. Les hommes aussi sont plus instruits que les femmes en Afrique. Donc forcément, c'est eux qui prennent ces décisions-là. Mais même dans le monde occidental, ça a changé. Quand on voit, par exemple, il y a un siècle de cela, quand l'homme travaillait, il apportait sa paye à la maison. Et c'était la femme qui gérait l'argent, même s'il était au foyer.
Pourquoi ? Parce que l'homme pouvait très bien dépenser cet argent au bistrot ou dans autre chose. Donc, elle prenait une partie de cet argent, elle le lui donnait, mais le reste, c'est elle qui gérait. Donc, la femme est parfaitement capable de gérer l'argent. Et souvent, comme c'est elle qui porte justement les enfants, donc elle se sent beaucoup plus responsable, en fait, de son foyer. Mais je pense que l'histoire a fait que, petit à petit, elle a été finalement dépossédée de cette fonction-là. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il faut investir, à un moment donné, commencer à investir dans plusieurs pays. Pourquoi tu recommandes ça et est-ce que tu peux aussi me parler de la spécificité des personnes qui évoluent, comme toi, entre plusieurs continents, entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique ? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut investir dans plusieurs pays ? D'abord parce qu'il faut diversifier. D'accord. Et que tout dépend où on habite en Afrique. Mais si tu regardes bien, la plupart des milliardaires africains investissent dans plusieurs pays africains. Pourquoi ? Pour gérer ses risques et diversifier, en fait, ses avoirs. On trouve des dynamiques économiques qui sont différentes. Si je prends par exemple même l'immobilier, si je prends la Côte d'Ivoire, c'est un marché qui est beaucoup plus mature que par exemple le Sénégal, qui est en plein développement. Donc c'est important de pouvoir comprendre cela. Mais si on vit aussi dans un pays qui est instable politiquement, on va chercher des pays refuges. C'est pas pour rien que, je dirais, depuis plus d'un siècle, la Suisse est considérée comme le pays où on dépose son argent. Et la plupart d'ailleurs de ceux qui déposaient leur argent en Suisse ne cherchaient même pas de la performance. Ce qu'ils voulaient, c'était garder leur argent quelque part et en lieu sûr. Oui, de la stabilité quelque part. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il y a à la fois ça, il y a à la fois la monnaie, qui est une monnaie refuge également. Donc toutes les grandes monnaies, que ce soit le dollar, le yen, la livre, l'euro évidemment, sont considérées comme des monnaies refuges par des personnes fortunées d'autres pays. Donc c'est ce qui les amène en fait à faire cela. On commence par son pays, mais on voit bien que ceux qui se sont enrichis en Afrique ont commencé par leur pays, puis après ils vont dans la sous-région. Et ensuite ils vont en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait chaque pays, sauf si on parle du Nigeria, de l'Afrique du Sud, vraiment des grands pays, chaque pays n'a pas une masse critique suffisante pour pouvoir s'enrichir. Donc il y a toujours cette approche en fait régionale. D'accord. Comment tu conseillerais, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui commence à créer de la richesse, commence à construire sa vie, se marier, avoir des enfants, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour transmettre justement des valeurs sur l'argent qui vont l'aider à déjà bâtir un héritage, à permettre à ses enfants d'hériter de quelque chose, mais aussi quelle valeur transmettre, comment le faire en fait concrètement ? Alors évidemment, il y a d'abord la connaissance. La connaissance est importante. La connaissance de l'argent, comment est-ce que l'argent fonctionne. Et ça, c'est l'éducation financière. Mais ça ne suffit pas. Il y a également les valeurs. Et les valeurs, c'est primordial. Alors chaque famille, évidemment, a ses valeurs. Mais c'est important de pouvoir le transmettre aux enfants. Ça peut être des valeurs d'excellence, ça peut être des valeurs d'éducation, ça peut être des valeurs de solidarité, ça peut être des valeurs sur l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est très important lorsque, en tout cas, on a une famille, de pouvoir les transmettre à ses enfants. Et en dehors de cette connaissance, pour moi, il y a, et forcément qui va mener à un héritage, c'est en dehors de l'héritage financier, quel est l'héritage que moi je reçois en termes de valeur. Et ça, c'est très important de se poser cette question-là, parce qu'on provient de deux familles, même d'une famille beaucoup plus élargie en Afrique. Qu'est-ce que moi aujourd'hui j'ai envie de transmettre dans ce monde aujourd'hui qui est changeant, qui est très anxiogène, on ne sait pas où ça va, où finalement les réseaux sociaux ont pris le pas sur l'éducation que nos parents, que nos grands-parents nous donnaient. Donc c'est important, en tout cas plus que jamais, de pouvoir être au clair par rapport à ça et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux transmettre comme valeur de manière générale à mes enfants, à cette famille que je crée ? Qu'est-ce que je veux transmettre comme valeur financière également ? Et puis,
qu'est-ce que je vais leur laisser ? Parce qu'un être humain, tout lui donner sur un plateau d'argent, il va le dilapider. Donc, ils doivent comprendre que c'est une responsabilité qu'ils ont. Parce qu'eux, à leur tour, devront transmettre. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est, selon toi, c'est ce qui fait que beaucoup de familles très, très riches, finalement, n'arrivent pas à garder, au bout de 2-3 générations, à maintenir la richesse. C'est le fait qu'on ait tout donné, par exemple, aux enfants, sans leur transmettre les valeurs qui vont avec. Voilà, moi, j'ai construit ce patrimoine avec du travail, avec tout un tas de choses. Et en fait, voilà, je te paye juste tout, sans t'expliquer comment le faire fructifier, quoi. Alors, je crois qu'on connaît tous des exemples. Hein. Oui. Je ne vais pas donner de nom, mais on connaît tous des exemples d'enfants qui soit ne travaillent pas et qui vivent de ce que leur ont légué leurs parents et qui ne vont rien laisser à leurs enfants, soit ont tout dilapidé. Ils ont tout flambé et ils ne se rendent pas compte que même les gens qui ont gagné au loto, 4 à 5 ans après, n'ont plus rien. Pourquoi ? Parce que d'abord l'argent c'est une énergie, c'est neutre, c'est ni bon ni mauvais. Mais après, il faut savoir comment le gérer. Oui. Et ça, c'est important. Donc, ce que je vois, l'erreur souvent faite par les parents, c'est « Ah non, moi je veux que mes enfants étudient », donc on les envoie dans les plus grandes universités. Et ensuite, soit ils ont une entreprise, et quand ils demandent aux enfants de reprendre l'entreprise, les enfants ne sont pas intéressés. Ou alors, les enfants, en fait, n'ont aucune notion du sacrifice que les parents ont fait pour qu'ils puissent arriver là. Alors, c'est parce que les parents eux-mêmes s'y sont pris trop tard. Alors que, en fait, c'est dès enfants, s'ils ont une entreprise, les enfants doivent faire des stages dans cette entreprise, les enfants doivent comprendre, en fait, toute cette tradition entrepreneuriale. Ou même si les parents travaillent et puis sont fonctionnaires ou salariés, les enfants doivent comprendre. Et après, c'est trop tard, en fait. Une fois qu'ils deviennent jeunes adultes, c'est très, très difficile de les amener en arrière pour leur dire « Bon, ce serait bien que tu viennes travailler maintenant dans l'entreprise familiale. » Ou alors commencer à leur expliquer des notions parce qu'ils n'écoutent plus. Les parents ne sont plus les modèles à cet âge-là. C'est ça qui est difficile. Et ça, ce que tu décris, j'ai l'impression que ça se passe surtout en Afrique. Alors ça se passe en fait partout. La vérité, c'est que ça se passe partout. Tout dépend encore une fois des valeurs que les parents ont données aux enfants. Et puis tout dépend en fait de l'héritage des parents. Si c'est une richesse qui est, je dirais, héritée ou ce qu'on appelle old money, là on grandit déjà avec la responsabilité de l'argent. Et on est déjà dans une dynastie. Et on ne fera pas n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on grandit déjà avec cette responsabilité-là. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui sont vraiment riches ne montrent pas leur richesse. Maintenant, quand on est dans une richesse acquise, et c'est la majorité des milliardaires africains, ils sont nés pauvres. Non seulement ils sont nés pauvres, mais la plupart n'ont même pas terminé les études. Mais ce sont des très grands entrepreneurs. Et eux se disent, j'ai tellement souffert, je ne veux surtout pas que mes enfants souffrent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent de l'argent. Ils leur donnent tout. Ils leur donnent tout. Ils en font des enfants gâtés. Et puis ensuite, ce sont ces enfants-là qui dilapident l'argent. Au lieu peut-être de leur dire, écoute, pour moi ça a été difficile, je veux que tu comprennes comment papa ou maman a obtenu cet argent-là. Et surtout, je veux que tu puisses réussir comme moi je l'ai fait. Mais pour pouvoir réussir, il faut avoir eu des frustrations, il faut être tombé à terre, il faut avoir eu des échecs. Et quand un enfant ne comprend pas la frustration, quand un enfant ne comprend pas le non, il devient un enfant gâté. Oui, donc ça commence vraiment dès tout petit. Ça commence déjà tout petit. Alors on me pose souvent la question, c'est à quel âge commence l'éducation financière. Mais déjà à 3-4 ans, un enfant doit comprendre quelle est la différence entre un besoin et un désir. J'ai besoin de manger, mais j'ai envie d'un bonbon, c'est pas pareil. Déjà, même à l'âge de 5-6 ans, ils peuvent déjà commencer à
par exemple, économiser pour quelque chose qu'ils souhaitent. Et ils ont au moins le bonheur de voir, je dirais, leur économie qui augmente chaque jour. Et ils comprennent que je dois mettre de l'argent de côté pour tel projet. Mais également, beaucoup aujourd'hui reçoivent de l'argent pour leur anniversaire, leur dire, OK, par exemple, tu as reçu 100 € pour ton anniversaire. Alors avec les 10 €, tu peux faire ce que tu veux, mais pour le reste, on va le garder. Et on va le garder, soit pour tes études, soit on explique à l'enfant. Et plus il grandit, en fait, plus aussi, on va un peu plus loin dans la partie investissement. Donc, au départ, on lui explique ce que c'est que épargner, quel est l'objectif derrière. Et l'enfant, finalement, grandit avec ce goût à la fois de l'épargne et de l'investissement. Et il comprend que l'argent, ça ne se gaspille pas. C'est une énergie, ça ne se gaspille pas. Et il faut, en fait, investir ou comprendre la différence entre un actif et un passif. Ça aussi... J'entends énormément de gens en Afrique qui me disent « j'ai investi, j'ai acheté un terrain ». Oui, mais si ton terrain te coûte et qu'il ne te rapporte rien, ce n'est pas encore un actif. Il y a quelqu'un justement qui m'a posé la question. Du point de vue comptable, oui, mais pas du point de vue des finances personnelles, puisque tu as sorti de l'argent de ta poche pour le payer, mais ça ne te rapporte rien. Oui. Donc, voilà. Alors, toutes ces notions, ça fait partie de l'éducation financière. Super. Et est-ce que j'aimerais beaucoup entendre un cas pratique d'une cliente. Je demande une cliente parce que je sais que voilà, l'émancipation financière des femmes, c'est un sujet qui te tient énormément à cœur. Donc, d'une cliente qui vient te voir, qui souhaite investir, un profil type, en l'anonymisant, tu n'es pas obligé de dire son prénom ou de dire un prénom d'emprunt. J'aimerais bien avoir un exemple. D'accord. Alors, je vais donner l'exemple justement d'une dame qui a fait ce qu'il fallait. Elle a investi, surtout dans l'immobilier. Alors, et puis, dans des bars, enfin dans différentes choses. Et elle est venue me voir, elle gagne très très bien sa vie, en me disant « Je me suis rendu compte que j'investis, ça ne me rapporte pas forcément, j'ai besoin d'avoir une stratégie derrière. » Alors, c'est ce qu'on a fait. On a revu ses investissements immobiliers pour s'assurer que finalement, dans son portefeuille, que ce soit plus équilibré et que tout ne soit pas dans l'immobilier. Elle a commencé à investir dans des obligations souveraines. Et là, je lui ai expliqué, l'avantage, c'est que c'est un acte citoyen. Tu aides ton pays à se développer puisque tu prêtes à l'État. Et également, donc, elle a commencé à investir en bourse. Donc, voilà. Et elle suit, en fait, elle suit des cours. Elle a compris ce qu'on appelle les différentes classes d'actifs. Donc, ce que c'est qu'une action, ce que c'est une obligation. Et suivant son objectif, c'est-à-dire soit de pouvoir se constituer un capital, soit alors d'utiliser ses intérêts pour pouvoir avoir des revenus supplémentaires. Donc à partir de là, on ajuste le tir. Et à ma grande surprise, elle est allée très très vite. Très vite, elle a compris en fait. Beaucoup de femmes ont peur d'investir dans les marchés financiers, elles ont peur d'investir en bourse parce qu'elles se disent que c'est trop risqué, parce qu'elles se disent qu'il faut vraiment s'y connaître et être une grande financière pour pouvoir faire ça, alors que pas du tout, c'est à la portée de tout le monde. C'est accessible finalement. Exactement, oui, c'est très accessible. Et suivant ses objectifs aussi, les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Par exemple, elle veut économiser pour son fils, pour ses études supérieures. Donc là aussi, on a ouvert un compte que pour ça. Elle a pris aussi des assurances. Et aujourd'hui, en fait, elle est beaucoup plus à l'aise par rapport à ses dettes, parce qu'elle en avait aussi. Donc là, on a mis en place un plan. Et à partir de l'année prochaine, normalement, elle n'aura plus de dettes. Super. Et si elle a des dettes, ce sera ce qu'on appelle les bonnes dettes, c'est-à-dire que ce sont des investissements. Voilà. Wow. Ah, super. Et cette dame évolue dans quel pays en Afrique ou... Oui, en Afrique. En Afrique, wow, ouais. Oui, okay. Oui. Elle évolue en Afrique. Et d'ailleurs, j'en parlais à une autre parce que j'ai essayé
de lui expliquer que vraiment elle devait investir également dans les marchés financiers. D'abord parce que c'est liquide. Les gens ne se rendent pas compte que l'immobilier, c'est pas liquide. Si aujourd'hui j'ai un besoin urgent d'argent, je ne peux pas vendre mon terrain, mon appartement en 2 jours. Ouais, c'est clair. Ça va me prendre du temps. Ça aussi, les gens ne le comprennent pas. Et c'est la raison pour laquelle, je crois que dans tous les pays africains où j'ai été, il y a toujours des gens finalement qui bradent les terrains, des appartements, parce qu'ils sont à court de liquidité. Alors que si vous investissez dans les marchés financiers, c'est très liquide. Vous pouvez vendre, 2-3 jours après, vous avez votre argent. Et les femmes ont particulièrement peur de ça, j'ai l'impression, par rapport aux hommes. Oui, parce qu'elles ne connaissent pas et parce qu'elles se disent « Oh mon Dieu, la bourse, est tellement compliquée. » Et puis, on nous a éduqués dans le fait que c'est un truc d'homme. Enfin, on a juste à penser aux films sur la bourse, etc. Moi, je vois tout de suite le mec en costard. Exactement. Non, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais on voit bien que de plus en plus, il y a des groupes d'investissement qui se font entre femmes. Mais c'est vraiment l'extrême minorité. Donc là, il y a tout un travail à faire, justement, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise, qu'elles comprennent, en fait, ce que c'est qu'une action. Donc là, je leur ai expliqué, tu es propriétaire, en fait, de cette entreprise. Et si tu prends des obligations, c'est toi qui prêtes de l'argent. Et en échange, tu reçois des intérêts. Et quand elles comprennent, mais oui, et en fait, il faut leur expliquer. C'est d'abord dans un langage qui est simple, c'est important. Et aussi, surtout pour les femmes, c'est la raison pour laquelle quand je fais des masterclass, je fais que pour les femmes, parce qu'il faut qu'elles puissent être dans un espace où elles ne sont pas jugées. S'il y a des hommes dans la salle, elles ne vont pas poser de questions. Ah oui, ça c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté. Oui, je l'ai vraiment expérimenté. Wow. Alors que quand c'est entre femmes, là, elles vont oser poser des questions pour essayer de comprendre, en fait. Et quand c'est expliqué de manière très simple, elles le comprennent. Et elles essayent d'abord, finalement, avec peu d'argent, parce qu'on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour investir en bourse. Et après, ça commence à leur plaire. Ça devient un petit jeu aussi. Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Et donc, je le vois tout de suite, parce que quand quelqu'un, en fait, maîtrise ses finances, il se comporte différemment, il parle différemment, il est à l'aise, et ça se sent. Ouais. Ils ne se sont pas... surtout qu'en Afrique, il faut aussi gérer le reste de la famille. Donc, si on n'investit pas, cet argent, il part. Cet argent, il part. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. C'est pour ça qu'il faut se fixer, en fait, des règles et se dire, OK, 10% de mon salaire, c'est pour les dons. Oui, pas pour la famille, pour le neveu, et je ne vais pas au-delà de ça. Et si à la moitié du mois, c'est fini, la personne attend, elle attend le mois prochain. Et ce sont des garde-fous et ça permet finalement d'avancer et surtout d'avoir cette notion, je connais que le mot en anglais, empowered, où on est vraiment empowered et on est différent. On est différent parce qu'on dort en paix, on sait que tout est réglé, que on n'est pas face aux aléas de la vie. C'est ça, en fait. Oui, on n'est pas pris au dépourvu. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Donc, et tous les jours, il y en a. Je peux vous dire, ce matin, il y a mon frigo qui m'a lâché. Donc, voilà. Donc il faut un nouveau frigo. Un nouveau frigo. Frigo. Et si on n'a pas d'épargne de sécurité, voilà. Si on vit juste avec son salaire, le jour. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Voilà, si c'est pas le frigo, c'est la voiture, c'est une dépense médicale. On a tous des imprévus. Et donc, clair. Il faut un coussin de sécurité. Mais au-delà de ça, en général, ça représente 3 à 6 mois des dépenses. Et au-delà de ça, il faut investir. Et dans ton approche, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une notion d'autonomiser, en fait, tes clients et pas de les rendre dépendants de toi. Comment tu vas accompagner, justement, si demain, je viens te voir et je te dis, Sylvie, il est temps que je prenne en charge cette partie-là. Comment tu vas m'accompagner ? D'abord, je fais un genre d'état des lieux. D'accord. Oui, ou un diagnostic de ta situation, parce que chacun a une situation qui est différente. Ensuite, évidemment, je discute avec toi de tes objectifs financiers. Quels sont tes objectifs dans l'année ? Quels sont tes objectifs dans les 3-5 ans ? Ou quels sont tes objectifs à long terme ? Et ça, c'est important. Et à partir de là aussi, je te pose des questions pour voir quelle est ton appétence au risque.
Est-ce que tu vas me dire, ok, je ne sais pas moi, je vais mettre 1 000 € ou 500 000 francs CFA, et si je les perds, c'est pas grave, ou ah non, je veux surtout pas les perdre. Donc à partir de ton profil, c'est là où on met en place en fait une stratégie. Une stratégie qui va te permettre toi aussi d'être à l'aise, de pouvoir expérimenter de nouvelles formes d'investissement et de pouvoir les suivre. Donc ça, c'est important. Ce qui fait que de manière régulière, tu fais un point sur tes finances, mais surtout, parce que je crois que vraiment l'énergie, que l'argent est une énergie, je vais explorer tes pensées limitantes. Parce qu'on en a beaucoup, hein. Ça. Voilà. Donc, est-ce que tu te dis l'argent, c'est la source de tous les maux? Est-ce que tu te dis, l'argent, ça pousse pas sur les arbres? C'est clair que c'est pas avec ça qu'on va attirer l'argent. Là, voilà, exactement. Et à partir de là, quand tu as conscience de tes pensées limitantes, là, on met en place, en fait, un système où tu te sens beaucoup plus à l'aise avec l'argent, où il y a des affirmations positives. Et ça, c'est important. Donc, pour dire, finalement, non, j'aime l'argent pour ce qu'il m'apporte, parce que l'argent, c'est la liberté. Avec l'argent, je peux mettre mes enfants dans les meilleures écoles. Avec l'argent, je peux soigner mes parents dans les meilleurs hôpitaux. Avec l'argent, je peux faire plaisir à ma famille. Donc, l'argent est bon pour moi. L'argent est vraiment bon pour moi. Et surtout, je me sens moins démunie face à la vie. Donc, c'est tout ça que l'on met en place. Donc, il y a tout ce côté énergétique sur lequel on travaille. Et puis, en plus, après, il y a ce qu'on met en place. Et là, tu as un genre de tableau de bord où tu regardes par rapport à ton plan où tu en es. Alors, il y en a qui suivent très bien, il y en a d'autres, elles vont me dire « Oups, Sylvie, j'ai encore dépensé pour cette paire de chaussures, pour ces bijoux, je ne pouvais pas résister. » Et là aussi, je mets des garde-fous. Je dis « Ok, dans les 10% de ton salaire. Au-delà de ça, non. » Ou ce que tu fais, c'est que tu ouvres des comptes. Alors, il y en a qui me posent la question, est-ce que c'est dans la même banque? Est-ce que c'est dans des banques différentes? Pour certaines, ça peut être dans la même banque. Pour d'autres, elles ouvrent dans un compte épargne dans une banque différente et elles n'y pensent plus. Ou alors, il y a un certain montant chaque mois qui est retiré et qui va dans un compte titre où elles investissent. Donc, pour chacun, en fait, ça dépend de ta discipline personnelle. Voilà. Et c'est sur mesure aussi. C'est sur mesure de toute façon. Voilà, c'est sur mesure de toute façon. Mais les résultats sont là. Et on apprend à se connaître aussi. Voilà, et à s'accepter. Voilà. Oui, j'imagine ça, c'est important. Ouais, tu dois bâtir une relation de confiance aussi avec tes clients, tes clientes, parce que voilà, l'argent, c'est un sujet qui est très personnel, en fait. Oui, qui est très personnel, et c'est incroyable le nombre de personnes qui le culpabilisent à cause de l'argent. Et qui vont me dire, oh là là, j'ai été bête, j'ai fait ça, j'ai dépensé ça, Notre relation à l'argent, c'est le miroir de qui nous sommes. Wow. Donc moi, rien qu'en regardant la relation à l'argent de quelqu'un, en parlant quelques minutes avec la personne, je peux déjà dire beaucoup de choses sur cette personne-là. Pourquoi? Parce que ça peut être le reflet de certains traumatismes que l'on a eus quand on était enfant. On peut utiliser cet argent peut-être parce qu'on a besoin d'être validé, parce qu'on veut faire partie d'une certaine classe sociale, parce que. Et chaque histoire est personnelle. Il y a des personnes qui vont plutôt être toujours dans une position de carence, qui vont mettre de l'argent de côté, qui vont vont pas vivre. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est le contraire de trop dépenser. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Et être aligné, en fait, avec ce qu'on veut vraiment, en fait, au fond de soi. Pour toi, c'est important d'être préparé psychologiquement, j'ai envie de dire énergétiquement, avant, entre guillemets, de devenir riche. Enfin, quand quelqu'un est en train de, je sais pas, de créer une entreprise et s'apprête à gagner beaucoup d'argent, c'est important d'être préparé à ça. Alors, c'est primordial. C'est primordial parce que tout le monde veut avoir de l'argent et c'est normal. Mais quand on reçoit tout à coup énormément d'argent, ou de célébrités ou autre, on voit bien que les gens perdent pied à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent, c'est un amplificateur de qui on est.
C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends à chaque fois « Oh là là, mais il a changé, elle a changé, maintenant qu'elle a de l'argent ou qu'il a de l'argent. » Non, cette personne avait ce trait de caractère avant. Mais la différence, c'est qu'avec l'argent, il s'est décuplé. C'est ça la vérité. Et si on n'est pas prêt énergétiquement, si au fond de soi, on se dit en fait qu'on ne mérite pas d'avoir cet argent-là, ou qu'on se sent coupable, on le voit, l'argent part très vite. Il ne reste pas. Parce qu'encore une fois, il faut être préparé à recevoir cet argent. Et justement, en Afrique, on peut encore, en 3-5 ans, faire des fortunes colossales. C'est beaucoup plus difficile en Europe. Oui. En Europe, si vous êtes dans la classe sociale inférieure, j'avais vu une étude récemment là-dessus, pour arriver au sommet, ça prend 6 générations. 6 générations. Donc, alors que en Afrique, en 3-5 ans, il y a des gens qui deviennent milliardaires. Oui, parce qu'il y a... Enfin, c'est complètement différent au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses à construire aussi et il y a une jeunesse grandissante. C'est ça. Et l'Afrique aujourd'hui est le continent où en fait le taux de croissance, surtout des ultra-riches, est le plus élevé au monde. Ah oui. Donc il y a... Tous les jours, il y a des nouvelles... personnes qui deviennent riches. Qui deviennent riches. Mais cet argent n'est pas toujours pérenne. Il ne reste pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé. Il faut tout le reste avec. Il faut l'éducation financière qui va avec. Il y a les codes qui vont avec. Et ça s'apprend. Et c'est ton job. C'est mon job, voilà. c'est mon job. Et c'est la raison pour laquelle je fais l'éducation financière aussi pour les personnes fortunées. Donc l'éducation financière, c'est pas en Afrique... On pense souvent d'ailleurs à tort que l'éducation financière, c'est pour les personnes dans les zones rurales, c'est pour les gens qui sont pauvres. Pas du tout, c'est pour tout le monde. Oui. Et c'est surtout pour ceux qui ont commencé à avoir de l'argent. Et là, justement, dernièrement, j'étais à Abidjan et j'ai rencontré quelques jeunes femmes, trentaine, qui viennent me trouver, qui me disent « Sylvie, j'ai appris à générer de l'argent, je fais énormément d'argent. Mon problème, je ne sais pas le gérer, encore moins le transmettre. » Donc c'est là où elles me disent « J'ai besoin de ton aide pour ça. » Et c'est génial d'avoir cette conscience déjà. Oui, franchement, parce que d'abord, c'est pas garanti qu'elles gagnent cet argent toute leur vie. Et c'est maintenant qu'elles peuvent commencer à agir. Mais oui, il y en a une, par exemple, elle m'a dit « Sylvie, je peux déjà acheter la maison de mes rêves. » Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu attends ?» Non, je ne suis pas avec un homme en ce moment, donc... Et c'est là où je lui ai dit « Non, tu peux acheter cette maison de tes rêves, tu peux la louer, tu ne dois pas attendre, en fait. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir cet argent à ta portée, investis-le et assure-toi que tu peux être tranquille pour tes vieux jours. Le reste, ce sera du bonus. » Voilà, donc attention, il y a beaucoup de jeunes femmes en Afrique qui gagnent bien leur vie, hein. Contrairement à ce qu'on pense, voilà. Oui. Attention aux clichés. Il y a beaucoup d'argent qui circule en Afrique. Maintenant, pour ceux qui l'ont, ils doivent apprendre à le garder surtout. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme africaine qui ne gagne peut-être pas encore beaucoup d'argent maintenant, mais qu'est-ce qu'elle peut mettre comme base dès maintenant si elle commence à gagner sa vie ? Alors je lui dirais déjà de commencer à investir, de ne pas attendre. Oui, dès qu'elle commence à gagner sa vie, d'abord d'épargner, d'avoir son épargne de sécurité. Alors j'en ai parlé, de mettre en place justement ces règles où elle commence déjà à investir. Elle commence, même si elle n'est pas mariée, qu'elle s'achète déjà au moins un appartement, qu'elle n'attende pas, parce que beaucoup se disent non, si je ne suis pas mariée, ça ne sert à rien que j'investisse dans l'immobilier. Il faut le faire, il faut déjà commencer à investir et les années passent très vite. C'est dès la vingtaine qu'on prépare ses vieux jours, contrairement à ce qu'on croit. Je connais énormément de gens qui, en fait, ont dépassé la cinquantaine, perdent leur boulot et se retrouvent dépendants de leurs enfants. Wow. Récemment, j'ai fait d'ailleurs une étude de marché sur le Sénégal et à ma grande surprise, quel était le segment le plus pauvre de la population ?
c'est ceux qui avaient plus de 50 ans. Et je pensais que c'était des jeunes, mais ce sont ceux qui ont plus de 50 ans, qui ont fait des erreurs financières et qui se retrouvent à dépendre des autres. Alors ça, c'est pas des choses qu'on voit à la télé, mais les statistiques sont là. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ouais. Wow. Beaucoup réfléchir. Donc c'est dès le plus jeune âge que vous préparez votre vieillesse. Ouais, il faut y penser. Et je pense que personne n'a envie de dépendre de ses enfants à cet âge-là, quoi. On a envie, justement... En tout cas, je le souhaite à personne. Oui. Je préfère que me dire je suis dans ma maison familiale et j'accueille mes enfants et mes petits-enfants. Je préfère me dire ça plutôt que de me dire je vais finir mes jours dans la maison de mes enfants. On n'est pas chez soi. Ouais. Donc, et ça, ça se prépare tôt. Est-ce que tu as des exemples justement de femmes qui se sont retrouvées dans ce genre de situation où elles sont complètement dépendantes des autres ou qu'est-ce qu'elles perdent tout? Oui, malheureusement, il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a un cas auquel je pense. Donc, d'une femme dont le mari est décédé. Et au décès, elle découvre qu'il a une deuxième femme. Wow. Et 5 enfants. Et non content de ça, elle découvre en fait que la maison dans laquelle elle vivait, elle pensait que c'était sa maison. Mais en fait, la maison appartenait au frère du mari, qui lui-même a reçu ça des parents, parce que c'était le frère aîné. Alors, évidemment, pour elle, c'est un choc. Elle découvre des comptes qu'elle ne connaît pas, elle découvre des dettes qu'elle ne connaissait pas. Et aujourd'hui, elle vit chez sa fille. Donc, elle est passée de Madame la patronne à Madame veuillez libérer les lieux, parce qu'elle devait tout partager, elle était en indivision, enfin, ça a été très compliqué. Et ça, je ne veux pas dire qu'elle aurait dû y penser avant, mais quand on habite dans une maison, on doit savoir à qui appartient la maison. Et ça, c'est important. Donc, même en Europe, il y a combien de femmes de footballeurs qui se sont retrouvées dans cette situation? Elles apprennent finalement que la maison est au nom de l'agent, ou que la maison est au nom d'un cousin, ou que ça, c'est la première chose, savoir à qui appartient la maison et où sont les papiers de la maison, au cas où quelque chose arrive. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi nous arriver. Et on n'est jamais préparé à ça. Voilà, on n'est jamais préparé à ça. Mais ça arrive. Ça arrive, donc la responsabilité, je dirais, d'une femme, c'est d'avoir les bons réflexes. D'avoir les bons réflexes et de se protéger. Surtout quand elle a des enfants. Elle doit s'assurer qu'elle protège aussi ses enfants, qu'elle protège son foyer. Et ça, c'est important. Alors, aborder les questions d'argent, c'est pas toujours facile. Mais toute femme a des droits. Je parlais justement avec un grand avocat et notaire sénégalais qui tous les deux m'ont dit « Vraiment Sylvie, tu fais bien d'amener ces sujets parce que j'ai plein de clientes qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles parce qu'elles n'ont pas prévu avant. Ou elles ne savent même pas où sont les papiers de la maison, elles ne savent rien en fait. Elles ne connaissent pas les comptes du mari. Donc même si le mari ne veut pas en parler, au moins qu'il y ait une personne de confiance qui sache quoi faire. Ouais, c'est très compliqué parce que ça fait partie aussi de notre éducation. On nous dit dès le plus jeune âge que l'argent, c'est une affaire d'homme. Laissons nos maris gérer, cherchons un mari riche qui va assurer. Et du coup, finalement, on ne s'intéresse pas à ces vrais sujets. Et on se retrouve... finalement, c'est toujours la femme qui... La plupart du temps, plutôt, c'est la femme qui se retrouve dans les problèmes, en fait. Oui, parce que les femmes sont plus vulnérables. Et que beaucoup se disent « Ouh là là, il va penser que je suis matérialiste. Si je demande... » Ou les gens vont penser que je suis matérialiste. Ok, mais moi, ça ne me dit rien sur qui je suis. Si eux veulent penser que je suis matérialiste, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ce que les gens pensent de moi, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc, ce que moi je sais, c'est qu'aujourd'hui, je dois me protéger. Si quelque chose m'arrive, je veux m'assurer que j'ai pris les devants. Voilà, s'il y a une hypothèque sur la maison, qui au moins une assurance solde restendue, c'est-à-dire que si mon conjoint vient à disparaître, je ne dois plus payer la maison.
Et au moins, je protège mes enfants. Ouais. Parce que c'est déjà un traumatisme de... Perdre la voilà. personne et puis de venir c'est découvrir ça. derrière que, en fait, on ne perd pas juste la personne qu'on aime, on perd aussi la vie qu'on a construite, l'avenir. Enfin, On perd tout. c'est compliqué, quoi. On perd tout et on oublie que nous, les femmes, on vit plus longtemps que les hommes. On vit plus longtemps qu'eux. Donc il y a des grandes chances qu'on leur survive, même en étant plus jeune. Ouais. Donc si on n'a pas pensé à ces questions-là avant, c'est vrai qu'on a tendance à dire oui, on gère, mais parfois on ne gère pas, parfois on est à la rue. Et par amour, malheureusement... L'amour en aveugle. En fait, alors, moi je dis tout le temps, aussi. voilà, moi je dis tout le temps, aimer, mais avec beaucoup de lucidité. Et que justement, quand on aime avec lucidité, on protège son couple, on protège ses enfants, on protège son foyer. On se protège soi. On se protège soi. Voilà, n'oublions pas que nous les femmes, on reste encore le segment de la population qui est vulnérable. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc une femme, très tôt, doit comprendre qu'elle ne doit pas attendre que quelqu'un vienne la sauver, qu'elle ne doit pas attendre qu'un homme vienne la sauver. Elle doit se sauver elle-même. Et elle doit, quand elle rentre dans une relation, savoir comment elle sera protégée dans cette relation. Ça, c'est très important. Mais les femmes ne se posent même pas la question. Surtout en Afrique, je suis mariée, ma famille attendait que je me marie. D'accord, mais maintenant, il se passe quoi ? Parfois, on peut te demander de laisser tomber ta carrière, on peut te demander de faire des sacrifices. Oui, mais si l'autre n'est plus là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe demain si ça il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il va advenir de moi ? Qu'est-ce qu'il va advenir de mes enfants ? De mon foyer, de tout ce que j'ai construit. Et il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'à des femmes qui ne sont pas instruites. Il y a des femmes, même qui sont DG, que je connais, c'est leur mari qui gère leur argent. C'est terrible. Mais ça, c'est la réalité. C'est lui qui paye tout. Voilà. Même avec l'argent conjoint. Et justement, c'est un sujet que tu vas aborder aussi dans tes consultations, le couple et l'argent, parce que ça, c'est aussi un sujet... c'est ce sujet-là, le couple et l'argent, comment on discute avec son conjoint, est-ce qu'on doit mettre tout à plat ? Est-ce que tu as une politique pour ça, pour tes clients ? Alors moi, j'en parle toujours. Ok. Et je suis étonnée, contrairement à ce qu'on croit, du nombre de femmes qui payent tout dans le foyer. Alors on pense qu'en Afrique, c'est l'homme qui gère tout. Non, il y a des femmes qui cachent et c'est elles qui payent tout. Qui payent tout, de la maison à toutes les dépenses du foyer. Pour maintenir l'image. Parce que l'image, c'est important en Afrique. Et elles ne veulent surtout pas qu'on sache soit que le mari ne travaille pas ou qu'il fait des affaires, mais les affaires ne fonctionnent pas. Et donc derrière, elles assurent. Mais elles vont toujours... mettre leur mari sur un piédestal. Alors, il ne faut surtout pas qu'on sache la vérité. Ça, c'est très courant. Et dans des cas comme ça, évidemment, je leur donne toujours le même conseil. S'assurer que, avec l'argent qu'elles gagnent, qu'elles puissent assurer leurs vieux jours. Parce qu'on peut avoir tous ces enfants à l'étranger, on peut se retrouver dans une situation très difficile. Et encore une fois, quand on arrive à un certain âge, c'est beaucoup plus difficile de retomber sur ses pieds. Jusqu'à peut-être 45 ans, on peut dire qu'on est dans son prime time. Après, c'est un peu plus compliqué, sauf si on est directeur de société. Oui, 50, ça va encore. Mais c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi. Donc si on n'a pas réfléchi avant, on doit gérer. Ouais. C'est ça. C'est un vaste sujet, on peut en parler 2 heures, je pense, facilement. Oui, tout à fait. T'es une femme, quand même, qui évolue dans un domaine masculin, on peut le dire. Est-ce que t'as vécu des challenges ? Qu'est-ce que t'as eu comme challenge
dans ta carrière ou des challenges que tu vis encore peut-être? Alors certainement. Très souvent, j'étais la seule femme dans le comité de direction. Et il est clair que même si j'avais la légitimité d'être là, puisque donc j'avais les diplômes qu'il fallait, j'avais l'expérience qu'il fallait, mais en dehors de ça, il faut avoir la crédibilité. Et la crédibilité, je l'ai construite d'abord par l'excellence du travail que j'apportais. J'ai très vite compris qu'il fallait que je sois meilleure. Donc je n'ai pas du tout été dans un rôle de victime où je me disais c'est pas juste, etc. J'ai compris que c'était comme ça et que voilà, et que cette partie-là où je fais plus est importante. Deuxièmement, ce qui était également important, c'est toute la partie, je dirais, constance de ce que j'apporte également. Et la partie également, je dirais, appui. Appui, parce que quand on est dans un monde d'hommes, si vous n'avez pas des appuis au sein de l'entreprise, ça va être très difficile pour vous d'évoluer. Donc la partie réseautage est important. Et surtout, quand vous êtes là, pour moi, c'est très important d'aider les autres femmes. Toutes les femmes qui me connaissent savent que les valeurs de sororité, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, je dirais plus que jamais, on rentre dans l'ère de la femme. Aujourd'hui, on peut ouvrir son compte seul, on peut acheter un terrain seul, on peut même faire un bébé seul. C'est vrai. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ah bah oui. Voilà. Mais nous devons nous entendre entre nous. Là, on a encore beaucoup à faire. Et donc, je vois que beaucoup de femmes ont compris ça. Et je vois beaucoup plus de femmes qui se rapprochent entre elles. Donc pour celles qui arrivent au sommet, c'est difficile. Et pour moi, c'est important qu'elles tendent la main aux autres, qu'elles tendent la main à leurs jeunes sœurs. En tout cas, moi, j'en ai fait une mission. Et une de mes phrases préférées, c'est celle de Madeleine Albright, qui a été en son temps ambassadrice des États-Unis, en France. Elle a dit en anglais, « There is a special place in hell for women who don't help other women. » Et moi, j'y crois. Parce qu'on sait que c'est difficile, on sait que nous sommes vulnérables. Et on sait qu'on doit s'entraider pour pouvoir y arriver. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je crée un club où, en fait, on ne va pas juste être là et parler de beauté et de mode, parce que c'est aussi important pour nous, mais également d'investissement, de business. Quand les hommes sont entre eux, ils font du business entre eux. Et donc moi aujourd'hui, ce que je dis à mes amis, c'est « Ok, comment est-ce qu'on peut faire du business ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as un réseau, j'ai un réseau, on se complète peut-être, il y a des choses qu'on peut faire, voyons ce qu'on peut faire ensemble. » Et je vois encore trop de femmes, elles commencent à se lancer, ça marche, et elles se disent non, il ne faut surtout pas que je le fasse avec quelqu'un d'autre. Mais pour réussir, on a besoin des autres. On a besoin d'appui. Donc pour moi, cette partie-là est importante. Et ça, par exemple, je vois aux États-Unis, les femmes l'ont très bien compris. C'est là où je l'ai appris. Cette notion de sororité est très forte. Et je pense qu'en Afrique, les femmes ont besoin de ça. Alors on le voit dans les zones rurales, mais dans les zones urbaines, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je vois quand même qu'il y a cette organisation-là. Et surtout, je pense qu'on a besoin d'avoir confiance en nous. Cette confiance, je ne la vois pas toujours. Et si aujourd'hui, j'ai une sœur qui me dépasse, je dois me réjouir pour elle. Parce qu'elle va m'entraîner dans son sillage. Demain, c'est peut-être moi qui vais la dépasser. Mais c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, je ne veux surtout pas qu'elle me dépasse. » Parce que j'ai l'impression que je suis à la traîne. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez. Oui, je suis assez. Oui, je suis complète. Je dois me développer. Et oui, il y en a qui vont me dépasser, mais demain, moi aussi, je vais dépasser d'autres. Le tout, c'est d'avancer. C'est chaque jour de pouvoir se dire « Je m'améliore. Je vais peut-être un peu reculer, mais je vais continuer. » Et ça, c'est...
c'est être positive, c'est se dire, ok, on est ensemble, comme on aime le dire en Afrique, on est ensemble. Et ce côté ensemble, il faut le vivre, il faut pas juste le dire. Donc pour moi, ce côté-là est très important. Wow. Merci pour ce partage, Sylvie. Merci Alexia. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Est-ce que tu as un dernier message pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit des femmes, des hommes, des entrepreneurs? Alors, pour moi, le dernier message, c'est l'éducation, la connaissance. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Investissez plutôt que d'investir justement dans une paire de chaussures, dans une nouvelle voiture. Investissez en vous. Investissez dans la connaissance. C'est ce qui va vous permettre de grandir, c'est ce qui va vous permettre de réussir dans la vie. Et moi, j'ai choisi l'éducation financière parce que j'ai fait ma carrière dans la banque et la finance. Mais ça peut être aussi autre chose. Donc pour moi, investissez. C'est pas pour rien que j'ai dit 10%, c'est dans l'éducation. Education dans le sens anglais. Donc investissez en vous. Très important. Merci beaucoup. Merci Alexia. Ça y est, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, que ce soit YouTube, Deezer, Spotify. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!